Le physicien britannique Peter Higgs vient de s'éteindre à l'âge de 94 ans. Nous rendons hommage à ce grand et modeste physicien dont les travaux ont donné lieu à l'un des moments les plus retentissants de l'histoire de la physique des particules. Pourquoi les particules ont-elles une masse ? Cette énigme majeure de la physique a trouvé une réponse en grande partie grâce aux travaux de Peter Higgs qui postulait en 1964 l'existence d'un mécanisme impliquant un champ et une particule, les fameux champs et bosons de Higgs. Il a fallu 48 ans pour que le CERN réalise la toute première détection du boson de Higgs et que le modèle standard de la physique des particules soit encore une fois validé de façon spectaculaire. Nous retraçons aujourd'hui l'histoire de Peter Higgs, héros très discret de la physique des particules, qui mérite le plus digne des hommages. Peter Higgs, l'homme derrière le boson. Bonjour Ursula Bassler. Bonjour Antoine. Vous êtes directrice scientifique de l'Institut national de physique nucléaire et de la physique des particules, l'IN2P3, et vous êtes ancienne présidente du conseil du CERN de 2019 à 2021. Nous sommes également en studio avec vous. Michel Spiro, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Union internationale des physiciens et ancien président du conseil du CERN de 2010 à 2013. Vous étiez le président en 2012 lors de la première détection et de l'annonce de la détection du boson de Higgs. On y reviendra. Nous sommes en ligne également avec Yves Sirois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien des particules, directeur de recherche CNRS et directeur du laboratoire Le Prince Ringuet à l'école Polytechnique. Vous avez participé, vous, pour votre part, à la découverte du boson de Higgs au sein de l'expérience CMS du CERN. Et nous sommes enfin en ligne par téléphone avec Christophe Grosjean. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes physicien théoricien au CERN. Bienvenue à tous les quatre. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour cette émission. La Science CQFD, vous le savez, c'est un travail d'équipe et de préparation acharné, qu'il vente, pleuve ou neige. Alors on vous partage tous les jours les ressources qui nous permettent de fabriquer l'émission sur notre compte X @ScienceCQFD. Avant de nous lancer dans le portrait de Peter Higgs qui vient de nous quitter et que le journal Le Figaro décrivait comme aussi insaisissable que sa particule, je vous propose de retourner en 2012. C'était le 4 juillet pour être plus précis et ça reste l'un des moments les plus importants de l'histoire de la physique. I think we have it. You agree? La joie du directeur général du CERN ce matin à Genève. Rolf Güter-Heuer a confirmé la découverte d'une nouvelle particule subatomique qui pourrait être le boson de Higgs. La particule de Dieu semble plus que jamais à portée de main. C'est une étape. Je pense que nous pouvons tous être très fiers, tous être heureux, mais c'est le début. Et je pense aussi qu'il y a une implication majeure pour l'avenir, et cela arrive au bon moment. Nous pouvons être très très optimistes. Merci. L'émotion de Peter Higgs est intense. Pour le physicien britannique de 83 ans, c'est une reconnaissance. Le boson qui porte son nom n'était pas qu'illusion et la nouvelle particule découverte est compatible avec lui. Je suis vraiment stupéfait. Je n'aurais jamais pensé assister à cela de mon vivant, que cela puisse arriver de mon vivant. Au début, il y a plus de 40 ans, les gens n'avaient aucune idée de où il fallait chercher. Le boson de Higgs, c'est le véritable chaînon manquant des particules élémentaires. C'est un élément central du modèle standard, la théorie qui éclaire la structure fondamentale de la matière. Il est considéré comme crucial dans la formation de l'univers. Sans lui, tout pourrait être remis en cause. Voilà, Michel Spiro, j'imagine que ça évoque quelques souvenirs. Vous étiez, vous, à ce moment-là, aux premières loges, dans cette salle où on entendait ces applaudissements qui retentissaient en hommage notamment à Peter Higgs. Il n'était pas le seul à l'origine de cette découverte et on va bien sûr le souligner. Quel souvenir vous gardez de ce moment où Peter Higgs n'a pas pu retenir ses larmes devant cette première détection du boson de Higgs ? Ça a été un moment très intense. La salle était bien sûr bourrée à craquer. On avait même vu des jeunes qui faisaient la queue à partir de minuit. Hein. La conférence avait lieu à 9h du matin. À 9h du matin parce qu'elle était retransmise en direct en Australie où avait lieu la grande conférence de physique des particules. Et il y avait déjà la queue dans la nuit parce que les gens essayaient de pouvoir être dans l'amphi où serait annoncée cette découverte, même s'il y avait d'autres salles qui avaient été mises à disposition pour retransmettre ce qui se passait. Donc c'était vraiment une ambiance de concert de rockstar. Hein. Ça a été d'ailleurs souligné par la presse. La presse était présente partout. Et il y avait une ambiance électrique extraordinaire qui contrastait avec l'humilité et les pleurs de Peter Higgs. Les autres étaient prêts à sauter de joie. Et
Or, la presse, comme je vous l'ai dit, était présente et ça a été relayé partout, dans le monde entier. On a estimé qu'à peu près 1 milliard de personnes ont été exposées et ont retenu que quelque chose s'était passé. On avait découvert le boson de Higgs. Ils ne savaient pas vraiment ce que c'était, mais ils avaient compris qu'on avait approché un nouveau continent de la connaissance, un peu pour faire une analogie avec la découverte de l'Amérique. Donc c'était un moment, enfin pour moi, ça a été un moment important dans ma vie. Ursula Bassler, vous vous souvenez de cet instant et de ce que ça représente à vous dans votre histoire de chercheuse? Je me souviens très bien, mais les circonstances étaient très différentes. J'étais en congé maternité, j'avais ma fille de 5 mois sur les genoux et on était devant l'ordinateur. Une autre forme de continent nouveau à découvrir. En train de, avec le bébé, en train de regarder le séminaire en direct, parce qu'effectivement la transmission au monde entier avec tous les physiciens qui ne pouvaient pas être au CERN, c'était quelque chose de fabuleux, avant de filer avec le Maxi Cousy à France 24 pour parler au journal de 13h. Yves Sirois, vous y étiez, vous avez participé à cette expérience CMS. On décrira bien sûr plus en détail à quoi correspond cette expérience. Quel souvenir vous gardez-vous en tant que chercheur qui a participé à la découverte du boson de Higgs? Et est-ce que vous partagiez à ce moment-là l'émotion vive de Peter Higgs à l'annonce de la découverte du boson? Oui, comme l'a dit Michel, l'émotion était extraordinairement intense. Peut-être autant ou encore plus peut-être quand on avait participé un petit peu à la découverte, parce qu'on prend conscience soudainement qu'il y a, comme disait Michel, une vraie transition, un vrai changement. L'histoire de la physique ne sera plus jamais la même. Il y a un avant et un après la découverte de cette particule. C'est bien plus qu'une particule, hein. On va y revenir tantôt, mais on parle d'une particule. En fait, ce qui est important, c'est le champ de Higgs qui est associé. Et il y a des incidences profondes sur la connaissance de l'univers, sur la structure du vide, sur la cosmologie, sur lesquelles on reviendra. Quand on fait cette découverte et quand on l'annonce, on a cette conscience aiguë du fait que l'histoire de la physique ne sera plus jamais la même, et ça renforce un petit peu cette émotion vraiment extraordinairement intense. Higgs retenait ses larmes. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'arrivais pas à retenir les miennes. Bon, on va parler bien sûr de cette figure qu'est Peter Higgs tout au long de cette heure. Je vous propose d'écouter un extrait d'une interview qu'il a accordée à la Fondation Nobel il y a tout juste 1 an. Il était alors âgé de 93 ans et c'est une interview où il retrace finalement l'annonce du Nobel qui le récompensait, lui et François Englert, pour la découverte et la théorisation en tout cas du champ de Higgs et du boson de Higgs. Et cette interview, elle va nous permettre de décrire, puisqu'il s'agit d'une émission hommage, de décrire cette personnalité un peu spéciale de Peter Higgs. Well, the truth is, when the prize was announced on the morning of Tuesday, La vérité, c'est que lorsque le prix a été annoncé, le matin du mardi 8 décembre, je n'étais pas à la maison et c'était voulu. Je n'essayais pas d'éviter les gens de la Fondation Nobel ou de l'Académie, mais j'essayais d'éviter l'attention des médias, dont je m'attendais à ce qu'elle suive très rapidement. J'ai donc fait en sorte de sortir à 11h du matin, en pensant que l'annonce serait faite à 11h30 ou quelque chose comme ça. Je suis également allé déjeuner dans le quartier du port d'Édimbourg. J'ai visité une exposition d'art et je suis rentré à la maison vers 15h. Et c'est une ancienne voisine qui m'a annoncé la nouvelle en arrêtant sa voiture qui me dépassait alors que je rentrais à pied, qui a traversé la rue pour me dire « Félicitations, ma fille m'a téléphoné de Londres pour m'annoncer le prix ». Et j'ai demandé quel prix. Elle m'a donné la réponse que j'attendais. Je suis donc rentré chez moi, j'ai lu et écouté mes messages téléphoniques. Voilà, là on a tout Peter Higgs résumé dans cette intervention. Christophe Grosjean, Peter Higgs, c'était un être très discret. C'était un brillant physicien bien sûr, mais il n'a jamais eu d'ordinateur personnel, il n'avait pas d'adresse mail, il répondait aux sollicitations par courrier postal. Il n'a jamais eu ni télévision, ni téléphone portable parce qu'il jugeait ça trop intrusif. Quand vous entendez cette archive, Christophe Grosjean, quel souvenir ça vous évoque de Peter Higgs? Comment vous vous souvenez de lui? Alors moi, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs occasions lors de conférences ou lorsque j'ai été à Édimbourg aussi. C'est une personnalité attachante, effectivement, parce qu'il était aussi un peu hors norme. Il suivait pas les canons des physiciens habituels, où effectivement ils sont toujours un peu pressés, ils se mettent en avant, etc. Lui, comme vous l'avez dit, il était très modeste.
il avait cette modestie en fait qui suivait la grandeur de ses travaux. Il savait qu'il avait fait quelque chose d'important et il n'avait pas besoin d'en rajouter. Yves Sirois, quel souvenir vous gardez? Je crois que vous l'avez rencontré à plusieurs reprises également. Quelle impression il vous a fait? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Peter. C'était pour la première fois en 2013 à la grande conférence européenne où on remettait le prix aux expériences CMS et Atlas pour la découverte du boson. Et on savait déjà qu'il aurait le prix Nobel à l'automne. On avait eu l'occasion de pas mal déjeuner ensemble et ensuite pas mal discuter ensemble. Oui, c'est ce que dit Christophe est très juste. Une personnalité attachante, vraiment une grande humilité, une grande modestie qui allait aussi avec une attitude particulière. Hein. C'est quelqu'un qui a publié un peu avant ses papiers majeurs qui ont une influence considérable pour la physique et il a très très peu publié après, voire pas du tout pendant des dizaines d'années. Moi, à l'époque, il m'avait dit qu'il était chanceux d'être encore à l'université là-bas parce on le mettait pas à la porte tout simplement parce qu'il allait avoir le prix Nobel parce qu'en fait, il publiait pas. Donc, à chaque revue annuelle, on lui reprochait de ne pas publier. C'est quelqu'un qui était un peu détaché de cette frénésie moderne, disons, de mise en avant, comme on voit aussi dans les médias. Et ça le rend à quelque part sympathique parce qu'un peu décalé par rapport au monde que l'on connaît. Il nous avait présenté à Stockholm, à cette conférence, une présentation qui était intitulée « Ma vie en tant que boson » et il retraçait un petit peu ce que c'était qu'être devenu un boson depuis 1964. Ursula Bassler, Yves Sirois souligne quelque chose de très important. Peter Higgs, c'est un peu un chercheur d'un autre temps. Il a fait toute sa carrière à Édimbourg. Il a publié à peine plus de 12-13 études en son nom. 2 études bien sûr majeures qui ont contribué à changer l'histoire de la physique, donc c'est pas rien, statistiquement c'est quand même pas mal, qui lui ont valu un prix Nobel. C'est vraiment ça qu'il faut souligner aussi, c'est un chercheur d'un autre temps. Est-ce qu'aujourd'hui, Peter Higgs pourrait faire les propositions qu'il a faites et avoir une carrière de chercheur comme la sienne? Je pense que ça sera probablement un peu difficile parce qu'on demande beaucoup aux chercheurs de nos jours et je crois qu'on bénéficierait tous un peu plus à prendre parfois un peu plus de recul parce que pour avoir vraiment des idées disruptives, et c'est vraiment ce que Higgs a eu, des idées disruptives, il faut aussi de la distance, il faut aussi se nourrir des arts, de la musique, de autre chose. Et je pense à ce point de vue-là, c'est vraiment un exemple pour nous. Il y a quelques mois dans Nature, il y avait un article qui montrait qu'avec la pression actuelle de publier massivement, les résultats disruptifs sont en diminution, pas juste en physique, mais dans toutes les sciences confondues. Et il faut vraiment qu'on veille comme communauté scientifique à ça pour les permettre d'émerger. Michel Spiro. Moi, je voudrais plutôt intervenir sur l'annonce elle-même, le libellé de l'annonce du prix Nobel, parce qu'il est assez intéressant. Je dis de mémoire, hein, le prix Nobel était décerné à Peter Higgs et François Englert, sous-entendu aussi Robert Brout qui était décédé et qui a travaillé avec François Englert, pour la découverte d'un mécanisme et d'un champ et d'une particule qui ont été, pour avoir imaginé un mécanisme, une particule et un champ qui ont été découverts par les grandes expériences du CERN récemment. Donc le libellé mentionnait lui-même le contraste entre imaginer un mécanisme et les grandes expériences du CERN qui font tout de suite allusion à la planète entière qui est mobilisée pour arriver dans ces grandes expériences à trouver cette particule. Et dans une certaine mesure, le prix Nobel, évidemment, il ne peut pas être donné à une organisation, mais indirectement, le CERN se sentait un peu aussi récompensé par l'attribution du prix Nobel à Peter Higgs. C'est-à-dire qu'on se trouve là à un instant charnière de l'histoire des sciences aussi, d'une certaine façon, où on a la science qui est incarnée dans certains personnages un petit peu isolés et une expérience collective tout à fait fascinante. Exactement. Et c'est la première fois que le prix Nobel, dans son libellé, récompense les deux, si on peut dire. Récompense aussi les efforts, bien sûr, des équipes du CERN. Ce qui est intéressant, on peut peut-être remonter, Ursula Bassler, à la genèse de ces articles de Peter Higgs, qui postule finalement la théorie d'un champ et d'un boson qui porteront ensuite son nom. La première version de l'article qu'il envoie, elle lui est refusée et on lui dit « ça n'a pas grand-chose à voir avec la physique ». Penchez-vous sur les travaux de François Englert et de Robert Brout en Belgique et revenez vers nous quand vous aurez un peu bossé. Ce qu'il fait, il envoie
un peu bravache l'article à une autre revue, la revue concurrente. Et là, pour le coup, l'article est accepté. En rajoutant un peu quelque chose, quelques éléments, bien sûr. Quelques éléments à la fin, où il a dit, je crois plus tard, il a dit c'est pour donner un peu plus d'épices à son article, et où il postule donc en effet le boson en soi. Les idées de Peter Higgs sont aussi inspirées en partie par les recherches sur la supraconductivité. Donc, la pression de la symétrie était vue aussi donc à plus basse énergie pour des particules non relativistes par Anderson sur la supraconductivité. Et c'est Peter Higgs qui l'a porté ensuite vers la physique des particules. Et 10 ans plus tard, avec les travaux aussi avec Englert-Debrut et d'autres, c'est Weinberg qui les a vraiment incorporés dans le modèle standard de la physique des particules. Yves Sirois, est-ce qu'on peut dire, parce qu'à l'époque, tous les professeurs de Peter Higgs lui déconseillaient de faire de la physique des particules, ils lui disaient « n'y allez pas, c'est une impasse ». Alors, est-ce que la physique des particules était dans l'impasse dans les années 50-60 ? Et si on tempère un peu ce propos-là, qu'est-ce qui manquait à la physique des particules ? Quels étaient les grands obstacles auxquels se heurtaient les physiciens à ce moment-là ? Si les professeurs ont dit ça à Higgs, disons qu'il manquait de préscience, parce que à l'époque, en fait, la physique était en pleine effervescence. On ne comprenait pas encore l'interaction forte, mais on commençait à comprendre la partie reliée à tout ce qui est l'interaction électromagnétique. Et il y avait un problème majeur, vraiment un problème majeur, c'est d'expliquer la différence de portée entre l'interaction faible qui n'agit qu'à très, très petite distance et l'interaction électromagnétique qui a une portée infinie. On appelle ça la brisure de symétrie. Cette brisure de symétrie, elle était plus ou moins interdite par la théorie. Et là, il y a eu toute une séquence de découvertes majeures qui commence avec un Américain d'origine japonaise qui s'appelle Nambu, qui montre qu'en fait, si je veux préserver toute la beauté de la théorie, les symétries, les lois de conservation, je peux plonger la théorie dans un vide, dans le vide quantique, et briser la symétrie, faire apparaître une masse. C'est une théorie, c'est un modèle, disons, qu'il présente. Un peu plus tard, il y a un travail important de Goldstone qui est essentiellement introduit, ce qu'on connaît maintenant, qui est le chapeau mexicain et le champ scalaire, qui dit que ça peut se faire à travers un champ scalaire, qui est le porteur du quantum, le champ du boson de Higgs. Et en même temps, Goldstone publie avec Steven Weinberg et Abdul Salam un papier qui a vraiment un énorme impact, qu'on appelle le théorème de Goldstone. Le théorème de Goldstone, il dit essentiellement qu'il est impossible de briser la symétrie spontanément en plongeant la théorie dans le vide sans générer des particules de masse nulle qu'on appelle des bosons de Goldstone. Et ça, c'est très, très gênant parce que les particules de masse nulle, bosons de Goldstone, par exemple, le Soleil cesserait d'émettre des photons, il émettrait que des bosons de Goldstone de masse nulle, il n'y aurait pas de lumière, les étoiles ne pourraient pas produire de la lumière. Ces bosons de Goldstone sont interdits et en fait, tout l'enjeu à ce moment-là, c'était de contourner ce théorème, réussir à montrer qu'il est quand même possible de briser les symétries de façon spontanée en plongeant la théorie dans le vide quantique. Et c'est ce que fait essentiellement nos amis Higgs avec Englert-Debrut, c'est-à-dire ils trouvent une solution qui permet d'absorber ces bosons de Goldstone dans les bosons qui transportent l'interaction faible. Là, on a gagné. Il y a beaucoup, Yves Sirois, de termes techniques dans ce que vous dites. Vous parlez de symétrie, vous parlez de bosons. Ce sont des termes qui, pour vous, sont des termes communs, des termes du quotidien, quasiment. On va bien sûr entrer plus en détail et décrire, définir plus spécifiquement pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas physiciennes des particules, ce que recouvre cette théorie de Higgs. Mais avant ça, je vous propose peut-être d'écouter la voix du maître qui raconte lui-même ce qu'est sa théorie. C'était sur la radio anglaise BBC4. What is the Higgs boson? Qu'est-ce que le boson de Higgs? Eh bien, comme toutes les particules élémentaires, nous, les théoriciens de la discipline, y pensons à la manière des photons d'Einstein. Ces particules ne sont que les paquets d'énergie d'une sorte de champ. Et la caractéristique qui distingue ce type de théorie et qui conduit à ce genre de brisure de symétrie est l'existence de ce que nous, physiciens théoriques, appelons le vide. Ce qui signifie aujourd'hui quelque chose de différent de ce qu'il signifiait auparavant. Il s'agit simplement de l'état d'énergie le plus bas que l'on puisse avoir, dans lequel il n'y a pas de particules, mais peut-être quelque chose. Et ce quelque chose peut être une sorte de champ de fond qui imprègne l'univers. Ainsi, dans cette théorie, il existe un tel champ de fond.
Et celui-ci est en interaction avec tous les autres éléments qui vont tout droit. Il est responsable de la génération des masses et des différences de masse des autres particules, des particules élémentaires, celles qui sont des paquets d'énergie de tous les autres champs, simplement parce que le champ de fond affecte la façon dont les ondes se propagent. Mais le champ lui-même peut être excité ou classiquement produire des ondes dont les paquets d'énergie sont ce boson de Higgs. Il s'agit donc d'un élément supplémentaire accompagnant ce genre de théorie qui nécessite la présence de quelque chose qui incarne l'excitation de ce champ de fond. Pour moi, c'est une explication parfaitement éloquente de ce qu'est le champ de Higgs. Mais pas pour la plupart des gens. Voici mon deuxième défi. Pourriez-vous résumer cette explication en, disons, 30 secondes? Non. Voilà les rires de Peter Higgs qui dit non, je ne résumerai pas ma théorie en 30 secondes. Michel Spiro, dans ce qu'on entend là de cette explication de la théorie, il y a cette notion de champ que Yves Sirois désignait comme l'élément majeur de l'apport théorique de Higgs qui lui aura valu son Nobel. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que l'idée, le concept d'un champ en physique des particules? Est-ce qu'a de particulier ce champ de Higgs? Une particule, maintenant, n'est plus un corpuscule comme en physique classique. C'est à la fois déjà, la mécanique quantique nous disait que c'était à la fois une onde, donc déjà quelque chose qui est évanescent et qui se répand dans tout l'univers, une onde et un corpuscule. Et la théorie des champs va un peu plus loin, puisqu'elle associe à cette onde un champ qui remplit l'univers et qui va être le chef d'orchestre pour créer et annihiler les particules. Donc l'apparition d'une particule, sa disparition, sa présence est décrite par un champ. Et il y a un champ associé aux électrons, un champ associé aux quarks, et donc un champ associé aux Higgs. Et la particularité de ce champ de Higgs, qui donc remplit tout l'univers, c'est que sa valeur moyenne est non nulle dans le vide, le fameux vide dont parlait Peter Higgs, et qui n'est pas réellement vide. Il n'y a pas de particules réelles dedans, mais il y a des champs qui le remplissent. Et la valeur moyenne du champ de Higgs est différente de zéro. C'est sa particularité par rapport aux autres champs. Et c'est cette valeur non nulle qui donne une espèce de viscosité au vide et qui fait que les particules ressentent cette viscosité, ressentent ce champ de Higgs et acquièrent une masse inertielle, cette masse qui les empêche quand on veut les pousser, il y a une certaine résistance, la masse inertielle. Et toutes les particules ont une masse qui est liée à leur interaction avec le champ de Higgs, sauf le photon qui lui a une masse nulle. Christophe Grosjean, il faut rappeler donc pour détecter, pour prouver en tout cas l'existence de ce champ, il faut lui associer une particule, donc le fameux boson de Higgs. On reviendra bien sûr à la détection. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à cette définition que vient de réaliser Michel Spiro sur la théorie de Peter Higgs et sur ses implications qui ne sont pas que de l'ordre de la physique la plus fondamentale, ce sont des implications il y a une dimension cosmologique très forte aussi dans cette théorie de Higgs. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces implications-là? Oui, effectivement, le Higgs jouait un rôle fondamental dans les premiers temps de l'univers. C'est en particulier un phénomène qu'on appelle une transition de phase électrofaible, un phénomène qui est dû avoir lieu quelques 10 puissance moins 10 secondes après le Big Bang, où effectivement le vide s'est rempli de cette substance de Higgs qu'on appelle. Donc c'est un peu pour reprendre une phrase d'Étienne Klein, de quoi le vide est-il plein? Le vide est plein de cette substance de Higgs. Donc c'est un phénomène auquel on n'a pas accès avec les télescopes, etc. À 10 puissance moins 10 secondes, l'univers était complètement différent de celui qu'on connaît à l'heure actuelle. Et c'est en fait ce qui a conditionné tout ce qui va suivre après. Effectivement, la formation des étoiles, etc. Tout ça émerge de ce phénomène primordial qui a suivi le Big Bang. Michel Spiro, sur cette dimension cosmologique de la théorie de Peter Higgs. Et ça amène à une version de l'histoire toute primordiale de l'univers qui ressemble à la suivante. Au tout début, la valeur moyenne du champ de Higgs était nulle dans l'univers, dans le vide, et donc toutes les particules étaient de masse nulle et indifférenciées. Et après une centaine de picosecondes, ce qu'a évoqué Christophe Grosjean, c'est-à-dire un dixième de nanoseconde,
il y a eu une transition de phase du vide où la valeur moyenne du champ de Higgs est passée de 0 à une valeur qui était non nulle. À ce moment-là, la masse vint aux particules et la lumière fuse, c'est-à-dire que le photon est sorti là tout seul avec une masse nulle. Et c'est pour Donc ça c'est le moment où la lumière apparaît et où les particules deviennent massives. C'est un moment vraiment historique. Hein, c'est pour ça, quand Ursula Bassler, on parle du boson de Higgs, on parle... alors ça, Peter Higgs détestait, mais on parle de particules de Dieu, parce que le champ de Higgs, c'est ce qui va se conférer aux particules qui constituent la matière dont nous sommes faits, dont le monde est fait, leur masse. Ça, c'est quand même pas rien. La particule de Dieu, donc c'est le qualificatif qu'on a apposé pour le boson de Higgs. Sur cette dimension-là, cosmologique de la théorie de Higgs, qu'est-ce que vous avez à en dire et comment on peut souligner l'importance finalement de cette théorie-là? Peut-être deux choses. Déjà, pour clarifier, cette expression de particule de Dieu, elle venait d'un autre prix Nobel, Leon Lederman, qui a écrit un livre dans les années 70 qui devait s'appeler The Goddamn Particle. Mais son éditeur a dit bah non, ça va pas. Goddamn, ça veut dire foutu particule. Et il l'appelait The God Particle. Et donc, du coup, bah voilà, ce terme restait collé à ce pauvre boson. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas très à l'aise avec. Néanmoins, l'importance de ce moment à 10-12, 10-10 secondes de l'univers est vraiment crucial. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne comprend pas encore tout à fait toutes les implications qu'a ce type de champ de Higgs dans toute l'évolution de l'univers. Parce que on dit que c'est un champ scalaire. Donc, voilà, il y a deux types de champs. Il y a les champs vectoriels, comme par exemple le vent, et le champ scalaire, qui est la température, par exemple. Et ces champs scalaires, donc, ils peuvent avoir des valeurs non nulles, ils peuvent faire des transitions de phase. Ils ont certainement, ou on pense qu'ils ont un rôle à jouer dans tout ce qui est expansion de l'univers, un rôle à jouer dans ce qui était l'inflation cosmique très, très rapidement avec le Big Bang, mais on ne comprend pas encore très bien les liens entre tous ces phénomènes-là, quoi. Et je pense Yves Sirois, bien sûr, oui, sur cette question de champ scalaire, champ vectoriel, il faut rappeler que dans la physique des particules classiques, tous les champs qui étaient connus avant le champ de Higgs étaient des champs dits vectoriels. Et là, le champ de Higgs, c'est le premier champ scalaire qu'on va dire qui a été mis en évidence par la détection du boson de Higgs. Absolument. Et ça, c'est d'une importance absolument considérable. Et c'est pour moi presque toute ma vie parce que je suis rentré à l'université à peu près au moment où Alan Guth publiait la première théorie de l'inflation, c'est-à-dire la croissance exponentielle de l'univers dans les premiers instants. Et cette croissance de l'univers, au début, Alan Guth avait un modèle, c'est carrément le même chapeau mexicain et le même champ scalaire. Ensuite, on a bien compris que c'était peut-être un cousin du champ de Higgs. Il se trouve qu'un champ scalaire, ça peut avoir une pression gravitationnelle négative sur l'espace-temps et faire à quelque part gonfler l'espace-temps. Et dans ce que disait Michel Spiro, ça change vraiment notre vision de l'origine de l'univers. En fait, l'univers, il gonfle, il est froid, il reste froid, il devient chaud en gonflant progressivement, en premier lieu en produisant de la radiation, et ensuite l'univers se réchauffe quand les particules sont produites et acquièrent une masse. Donc, à quelque part, le Big Bang, c'est pas au temps zéro, c'est un peu après le temps zéro, quand l'univers a déjà gonflé à cause de l'existence de ce champ scalaire. Le champ scalaire, peut-être joue-t-il, ou un autre champ scalaire, ou un cousin du champ de Higgs, joue-t-il aussi un rôle pour l'énergie noire, qui est cette expansion accélérée de l'univers que l'on constate aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui change profondément notre vision, notre lien avec le récit de l'univers. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez formidable. Ursula Bassler, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, parce que en même temps, cette transition de phase, c'est quelque chose de vraiment assez... pas encore extrêmement bien compris. On ne sait pas encore quel type de transition de phase c'est, mais en principe, on pourrait trouver des traces de cette transition de phase dans les ondes gravitationnelles primordiales. Et je trouve ça extraordinaire comment ces deux phénomènes se rejoignent en cherchant des traces donc, de ce moment très particulier de l'univers. De l'autre côté, si un champ a fait une fois une transition de phase, on ne sait pas s'il ne pourrait pas faire un jour une autre. Et je pense que ça, c'est aussi une question que beaucoup de physiciens se posent. Est-ce que c'est vraiment maintenant un état stable pour le boson de Higgs ou est-ce qu'il peut encore évoluer
dans l'univers dans les siècles des siècles. Avant de parler du futur du boson de Higgs et de son évolution dans l'univers et des siècles, il faut rappeler donc qu'à chaque champ de force est associée une particule. Donc si par exemple le photon, c'est la particule du champ électromagnétique. Pour le champ de Higgs, encore théorique, du coup, avant sa détection, il fallait trouver la particule qui était associée, le fameux boson de Higgs. Et pour la trouver, il a fallu un détecteur suffisamment puissant. C'est aussi toute une aventure qu'on va raconter à présent. Et pour ça, je vous propose d'entendre à nouveau la voix de Peter Higgs, qui nous a quittés il y a quelques jours, qui racontait l'importance qu'a eu l'expérience du LHC au CERN pour la détection du boson de Higgs. Le problème avec le LHC, c'est que le public a eu beaucoup trop l'impression qu'il avait été construit pour rechercher la particule qui porte mon nom. Alors qu'en réalité, il a été construit avec un très large éventail d'objectifs, dont certains étaient, après tout, vagues parce qu'ils ne savaient pas où ils allaient finalement aller. Parce que nous en savons si peu sur l'univers, nous n'en comprenons que quelques pourcents en termes de contenu. Christophe Grosjean, ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup dit. On a dit le LHC, l'expérience du grand collisionneur de hadrons du CERN, a été construite pour découvrir le boson de Higgs. Au moment de la découverte, bien sûr, c'est toujours plus pratique de dire ce genre de choses, mais il faut le dire, ça n'a pas été construit que pour ça. Il y avait plein d'autres éléments qu'on cherchait à l'époque. Surtout une hypothèse parmi d'autres. En fait, l'existence d'un champ de Higgs, il y avait de bonnes raisons de penser qu'il existait, effectivement, mais il y avait d'autres mondes qui étaient possibles, des mondes imaginés par les théoriciens, des collègues à moi. En fait, on a un rôle qui est de créer, d'imaginer des mondes, comme le disait Peter Higgs lui-même, c'est un inventeur de particules. Donc les théoriciens, ils sont là pour imaginer ce que pourraient être les réalités. Et ensuite, c'est le rôle des expériences d'aller vérifier ce qui se passe réellement. Michel Spiro, d'un point de vue expérimental, comment est-ce qu'on se lance à la poursuite d'un tel boson de Higgs? Il faut construire quoi concrètement? Alors, il faut construire le Seigneur des Anneaux, c'était le LHC, et il faut avoir une communauté de l'anneau, des milliers de personnes qui sont réparties dans des laboratoires du monde entier, plus d'une centaine de pays, et pas loin d'un millier de laboratoires, et des milliers de physiciens, des ingénieurs, des techniciens, et derrière toutes les autorités qui financent ces recherches, qui appuient, qui font ensemble, résonnent avec les chercheurs et les ingénieurs et les techniciens pour réaliser d'abord le détecteur, réaliser l'anneau, le LHC, et faire travailler tous ces gens-là ensemble. C'est un modèle qui était unique. Même au départ, on se demandait si on y arriverait. Par exemple, l'analyse des données, on savait pas comment on le ferait. Et il a fallu mettre ensemble toutes les ressources informatiques de tous les laboratoires pour réaliser un espèce de supercalculateur géant où chacun apportait sa contribution et analyser les données, modéliser les détecteurs, pour chacun modéliser une petite brique à laquelle il avait contribué, pour à la fin modéliser l'ensemble du détecteur et arriver tous ensemble à se mettre en ordre de bataille pour trouver le boson de Higgs. Ça pourrait être un exemple pour la durabilité, parce que la durabilité exige de mobiliser un peu tous les territoires, de les mettre en réseau, d'essayer d'aller de manière cohérente ensemble sous une forme ouverte et collaborative vers l'objectif de soutenabilité. Là, on est plein dans l'exemple de ce qu'est devenu la science et la pratique collective de la science, voilà. Et la pratique internationale de la science qui protège finalement aussi les chercheurs et ce qui les encourage à mener ce genre Oui, mais ça peut être un modèle pour d'autres objectifs que la physique pure et dure. Ça peut être un modèle pour atteindre les enjeux de durabilité de la planète. Bien sûr. Yves Sirois, dans ce que disait Michel Spiro à l'instant, il y a une dimension très importante. Il parlait de masse de données importantes et de la dimension statistique qui ont permis la détection du boson de Higgs. On rappelle qu'entre l'article de 1964 de Peter Higgs et 2012, l'annonce de la première détection du boson, il s'est écoulé 48 ans. Alors moi je me dis que c'est pas si énorme que ça compte tenu des progrès qu'ont fait les collisionneurs de protons durant cette période-là. Vous qui étiez aux premières loges, est-ce que vous pourriez nous décrire comment on a pu découvrir la trace, non pas voir le boson, mais découvrir la trace de ce boson de Higgs? Oui, je vais juste une fraction de seconde revenir juste un petit point en arrière parce que je vais répondre tout de suite à la question en 10 secondes après. Vous avez parlé de la physique, il n'y avait pas que le boson de Higgs au LHC. Je pense qu'il faut dire autrement. On explore un nouveau territoire au LHC depuis les premières collisions.
parce que sans le boson de Higgs, on n'a pas accès à ce territoire, la théorie s'écroule à l'échelle du TeV. En fait, c'est le boson de Higgs qui sauve la théorie. Donc, en fait, tout le territoire qu'on explore depuis les premières collisions LHC, c'est un territoire auquel on a eu accès grâce à la découverte du boson de Higgs. Parce qu'on cherchait le boson de Higgs. On n'avait pas la prédiction théorique. Et en fait, l'idée, c'est donc ça, de rechercher dans une plage qui est extrêmement grande, extrêmement large, l'existence d'un tel boson. Et quand on arrive au moment de la découverte, il reste une toute petite plage entre 120 et 130 GeV. C'est une toute petite fenêtre. Gigaélectronvolts, donc c'est le niveau d'énergie. Difficile d'accès qui soit. Il est juste absolument impossible de cacher le boson de Higgs ailleurs et que ça soit plus difficile. La preuve, c'est qu'on avait exclu toutes les autres possibilités. C'est un endroit où il y a une mer déchaînée et dans cette mer déchaînée, il y a un petit îlot qui peut s'observer à travers des désintégrations rares avec des canaux très, très spécifiques dans une paire de photons ou en 4 leptons. Et ce sont dans ces deux canaux avec quelques événements dans la voie 4 leptons et une petite bosse microscopique et très difficile d'accès dans la voie 2 photons qu'on a pu découvrir ce boson de Higgs vers la mi-juin 2012, donc quelques semaines avant l'annonce publique le 4 juillet. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant parce qu'en fait c'est la particule peut-être la plus discrète qui soit et elle joue un rôle tellement fondamental. Et Michel Spiro l'a très bien dit tantôt, c'est parce qu'elle possède une valeur non nulle dans le vide. Et ça veut dire en fait qu'il y a une espèce de différence de potentiel entre la valeur du potentiel quand le champ est nul et la valeur du potentiel à zéro. Et cette différence de potentiel, elle est extraordinairement importante. C'est ce qui, à quelque part, on peut dire, disons, structure le vide, et le vide tel qu'on le connaît aujourd'hui. En d'autres mots, le vide avant la transition de phase dont on a parlé, c'était un autre vide, appelons-le le faux vide. Maintenant, on vit dans un vrai vide. Ce qui disait Ursula, ce vide pourrait décider un jour de changer et tomber dans un autre puits de potentiel, et là, on serait un petit peu mal à l'aise. Un petit peu embêté. Le modèle standard de la physique des particules serait un petit peu re-questionné. Alors, on le teste, hein, pourtant, ce modèle. On sera probablement plus là pour le tester, là. Donc, Ursula Bassler. Oui, peut-être quand même un mot. C'est 48 ans entre le papier de Peter Higgs et la découverte. Les physiciens n'ont pas chômé. Ils n'ont pas attendu « Ah tiens, on va construire la LHC pour découvrir cette particule ». C'était quand même un long cheminement. Et ça a pris à peu près 10 ans après le papier de Peter Higgs qu'il y a eu une première publication de John Ellis, Marie-Kay Gaillard et Nanopoulos qui décrivaient quelles étaient les propriétés pour détecter une telle particule. Et ils concluaient leur article « Mais on ne conseille à aucun expérimentateur de la chercher ». Ce qui donnait lui-même, je crois, Peter Higgs disait qu'il ne croyait pas que cette particule pourrait être découverte de son vivant, pourrait être observée et détectée de son vivant. Tout à fait. Ensuite, il y a eu plusieurs collisionneurs qui ont essayé de trouver cette particule, notamment le LEP, le Large Electron Positron Collider, qui était le prédécesseur du LHC. Et il y avait toute une effervescence à la fin des années 2000 parce qu'on pensait éventuellement avoir vu des premiers signes. Et Michel était très impliqué à ce moment-là, car il fallait prendre la décision, est-ce qu'on continue à chercher au LEP ou est-ce qu'on fait le pas pour lancer le LHC et aller au-delà avec une plus grande potentiel de découverte. En même temps, de l'autre côté de l'Atlantique, il y avait le Tevatron, qui était la machine à plus haute énergie à ce moment-là et qui essayait aussi frénétiquement, avec les moyens qu'ils avaient, de chercher le boson. Je pense que l'apport essentiel du Tevatron, c'était d'une part de faire un peu peur à Yves Sirois et de les réveiller pour chercher le boson activement. D'autre part, de développer tout un arsenal de méthodes basées sur l'intelligence artificielle pour développer en fait les méthodes pour la recherche qui était ensuite utilisée. Christophe Grosjean, je parlais tout à l'heure de l'approche statistique nécessaire pour détecter le boson de Higgs. Le boson de Higgs qu'on qualifie souvent d'aiguille dans une botte de foin. Moi, je la vois comme une aiguille mélangée à l'homme invisible dont on devrait repérer les traces de pas. Donc, c'est vraiment infime. Est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être le fonctionnement de ces collisions qui font qu'on crée des événements où on va chercher la trace de la présence infime de ce boson de Higgs et comment on s'y prend? Oui, alors le fonctionnement des collisionneurs, en fait, il repose sur cette fameuse relation d'Einstein, E égale mc2. Donc on transforme de l'énergie en matière. Donc on utilise l'énergie des protons qu'on va collisionner pour fabriquer une nouvelle forme de matière. C'est pas que le boson de Higgs, il était contenu dans les protons du départ qu'on collisionne. On transforme vraiment l'énergie de ces protons en nouvelles particules, dans ce cas-là en boson de Higgs. Alors,
en fait, on ne voit pas le boson de Higgs en lui-même. Le boson de Higgs, il a une durée de vie de l'ordre de 10 puissance moins 21 secondes, donc 1 milliardième de seconde. Ce qu'on voit, ce sont les produits de désintégration du boson de Higgs. Comme l'a dit Yves, en fait, il y a des canaux de désintégration qui sont plus faciles à identifier que d'autres. Donc le canal de désintégration en cas de photons, parce que les photons, ce sont des objets qui sont assez faciles à observer dans les détecteurs, à reconstruire leur énergie, à reconstruire la direction de leur vitesse, de leur moment cinétique. Et donc, on a de cette façon-là réussi à identifier en fait ces photons qui provenaient de la désintégration des bosons de Higgs. Donc la difficulté, c'est en fait de séparer les photons qui proviennent de la désintégration d'un boson de Higgs d'autres photons qui sont produits par d'autres phénomènes étrangers au boson de Higgs. Et en fait, il se trouve que on produit un boson de Higgs environ une fois sur 10 milliards. Donc il y a 10 milliards d'événements qui produisent d'autres objets qu'on connaît déjà. Et une fois sur 10 milliards, on a la chance d'observer un boson de Higgs. Yves Sirois, sur cet aspect, pardon, excuse-moi Christophe Grosjean, Yves Sirois, sur cet aspect très rare du boson de Higgs, comment est-ce que sur ces millions d'événements, on peut se dire statistiquement, on a atteint le seuil suffisant pour valider l'hypothèse de l'existence du boson de Higgs et dire là, on est bel et bien en présence d'un boson de Higgs? C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est techniquement, du point de vue statistique, relativement corsé et on a été obligé en fait de travailler en aveugle pour éviter d'avoir des biais dans les analyses parce qu'il est assez facile finalement de biaiser ces analyses en choisissant plus ou moins la procédure qui est la plus significative ou qui donne les meilleurs résultats. Donc on a plus ou moins figé presque un an à l'avance la totalité des résultats, fermé la boîte et en fait ouvert la boîte seulement en juin 2012. Et là, c'est effectivement l'accumulation d'événements à une masse précise, à une masse donnée, sachant que c'est un peu plus compliqué qu'on peut l'imaginer parce que Christophe a parlé de la désintégration en photons, il y a la désintégration en 4 leptons. Il faut vraiment voir les deux canaux de façon simultanément. Un lepton, c'est une particule chargée, ça émet des photons. Donc, dans l'état final, la reconstruction peut être relativement complexe. Ces électrons interagissent avec le détecteur, se détériorent. Donc, il faut réussir à reconstruire tout ça. Ça a été quand même plusieurs années, je dirais 5-6 années d'efforts intenses pour optimiser toutes les analyses de façon à avoir un maximum d'efficacité parce que, comme on le disait, ces événements sont extraordinairement rares. On ne peut pas se permettre d'en perdre un seul. Donc, c'était optimiser les efficacités tout en essayant de réduire au maximum les bruits de fond qui ont été évoqués par Christophe Grosjean. Donc, il y a plusieurs dizaines, voire des centaines de personnes qui ont travaillé de façon détaillée sur les détecteurs, sur les analyses et sur les méthodes statistiques qu'a mentionné Ursula pour réussir à garantir qu'on sortait le signal. Et après, c'est la vraie jouissance de presque pas l'eureka, mais il y a un moment, en tout cas, nous, on a vécu ça dans l'expérience CMS, ce moment où on se retrouve, en gros, on est une dizaine dans une salle sombre le soir au CERN, les volets sont fermés, on appuie sur le bouton Return du PC, on a un grand écran et s'affiche le spectre de masse et voilà, d'un seul coup, c'est clair, on a un signal et c'est un moment d'une intensité absolument intense. On est même content d'y survivre tellement que l'intensité de l'émotion est intense. On partage avec vous cette émotion et on aimerait être à votre place à ce moment-là parce que c'est sûr qu'il y a peu de personnes qui ont la chance d'être confrontés à cet événement, à ce type d'événement-là. Michel Spiro, dans ce que dit Yves Sirois, voilà, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que bien sûr c'est rare, mais c'est pas parce qu'on a détecté un événement rare qu'on va s'arrêter en si bon chemin. À partir de cette première détection du boson de Higgs, qu'est-ce qu'on a mis en place comme nouvelles études? Comment est-ce qu'aujourd'hui on travaille sur ce boson dont on a enfin pu détecter la trace? Bien, alors maintenant, on en a beaucoup des bosons de Higgs et on peut étudier en détail les différents canaux dans lesquels ils se désintègrent. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait et comparer aux prédictions de la théorie. Alors, les prédictions, elles sont assez simples parce que le Higgs, il aime bien, puisque c'est lui qui donne de la masse, il se couple d'autant mieux à des particules massives. Donc on peut voir si cette affinité pour la masse du boson de Higgs se retrouve dans les produits de désintégration.
Et donc maintenant, on a beaucoup de canaux qui étaient attendus et qu'on arrive à observer. Et pour l'instant, ça a l'air de suivre ce qui est prévu. La prochaine étape, ça va être d'étudier ce fameux potentiel du boson de Higgs. Donc j'ai dit qu'au premier instant, le potentiel, la valeur moyenne du champ de Higgs était nulle. Et puis, peu après une picoseconde, il y a une transition de phase qui est traduite par une forme d'une courbe de l'énergie du vide en fonction de la valeur moyenne du champ de Higgs dans le vide. Cette courbe, elle a été postulée par Higgs, Englert et Brout comme en choisissant un principe de simplicité, une courbe très simple. Et on va essayer de voir si ce potentiel qui conditionne les premiers instants de l'univers et la transition de phase dont on a parlé, on voudrait savoir si on arrive à mesurer ce potentiel. Et donc, et cette courbe qui retrace les tout premiers instants, la première picoseconde, les 100 premières picosecondes de l'histoire de l'univers. Et c'est l'enjeu pour la suite du LHC et probablement aussi pour la prochaine machine qui va suivre le LHC, qui est déjà au moins dessinée, dont l'étude conceptuelle est déjà pratiquement terminée et l'étude détaillée va commencer. C'est une machine collisionneur circulaire, voilà, le FCC. Qui ferait 100 km de circonférence, donc 3 fois plus important que plus large, plus grand que le LHC. Le LHC, il a été construit, effectivement, c'était quand même la motivation du boson de Higgs, parce qu'il y avait un théorème qui a été établi, pas par Peter Higgs, mais peu après, Christophe Grosjean pourra me contredire, il y avait un théorème qui disait que la masse du boson de Higgs ne peut pas être plus que ce qu'on appelle un TeV, 1 millier de... Et le LHC avait 14 TeV, donc il pouvait transformer son énergie en masse, et donc jusqu'à une masse d'un TeV, s'il existait, on devait le trouver. Si on ne trouvait rien, ça veut dire que le mécanisme inventé par Higgs, Englert et Brout, il n'était pas bon, et il fallait repenser toute la théorie. Donc c'était la motivation quand même principale du LHC, même s'il y avait beaucoup de choses qu'on voulait regarder par ailleurs. Mais c'est ça qui a convaincu tous les États, et même tous les physiciens. Je dirais tous les physiciens que ça valait la peine de mettre des milliards, comme vous avez dit, et du temps, et beaucoup de physiciens, ça valait la peine parce que c'était un tournant dans la connaissance. Et maintenant, l'enjeu, ça va être de comprendre ce fameux potentiel qui conditionne un peu les tout premiers instants de l'univers. Ce qu'on a parlé d'inflation de l'univers, c'est de comprendre comment ce Higgs met son empreinte dans le vide. Vous me tendez une perche parfaite, Michel Spiro, puisque c'est une émission d'hommage à Peter Higgs, qui se projetait lui aussi dans le futur et dans les grandes questions qui restaient à se poser. Il ne se satisfaisait pas seulement de sa théorie et de sa validation. Je vous propose de l'écouter. C'était sur le site du CERN en 2013, je crois. Il parlait un petit peu du futur de la recherche en physique des particules. Le point d'interrogation porte sur la nature de la matière noire, qui constitue une grande partie de ce qui reste. Il est clair, d'après ce que nous observons, qu'il y a autre chose que la matière que nous avons observée précédemment. Il faut donc continuer à faire cela pour compléter notre compréhension. Oui, nous avons gratté la surface, mais nous avons clairement beaucoup plus à découvrir. Nous avons gratté la surface, mais nous avons clairement beaucoup plus à découvrir. Encore l'humilité de Peter Higgs et Ursula Bassler. Donc c'était en 2022, non pas 2013, comme je le disais, pour une vidéo filmée par le CERN. Voilà, est-ce que vous participez à cette expertise de Peter Higgs qui dit « nous avons seulement gratté la surface ». Est-ce qu'il a fait que gratter la surface ? Absolument, je pense qu'il a tout à fait raison, parce que les questions qui nous taraudent ne manquent pas. D'une part, ce à quoi il a fait allusion dans cette archive, qui est effectivement, quand on regarde le contenu énergétique de l'univers, on s'aperçoit qu'on comprend 5% qui sont la masse ordinaire, mais qu'il y a probablement 25% d'une matière qu'on n'observe pas avec nos télescopes et nos autres moyens d'observation, et qu'il y a cette fameuse énergie noire qui provoque l'expansion accélérée de l'univers. Et ça, c'est un pan de recherche qu'on essaie de comprendre, sur lequel, bien sûr, des théories sont développées, mais qu'il faut vérifier expérimentalement, puisque sans une vérification expérimentale, on peut bâtir des très jolies théories, mais qu'est-ce que ça vaut ? En plus, on sait quand même aussi que si on pousse le modèle standard vers les hautes énergies, donc en quelque sorte, si on va vers le passé
de l'univers, si on se rapproche du moment initial, du mur de Planck, du Big Bang, comme vous voulez l'appeler, il y a des instabilités qui se produisent et ces instabilités doivent ou pointent vers une physique au-delà du modèle standard qu'on aimerait bien sûr comprendre d'une manière ou d'une autre. Et on essaie de se donner les moyens pour le faire. Et comme souvent, quand on parle de recherche scientifique, ça dépend aussi beaucoup de l'instrumentation. Et là, dans ce cas-là, de la puissance des collisions. Et c'est le sens de la fabrication de ce futur collisionneur circulaire qui verra le jour, si tout va bien, d'ici 2045, 2050. Il y a beaucoup de discussions, bien sûr, dans toute la communauté actuellement sur quels sont les prochains pas. En 2020, la stratégie européenne pour la physique des particules a déclaré que la plus importante machine à construire maintenant, ça sera une Higgs Factory, une usine à Higgs, une machine électron-positron qui produira des bosons des Higgs de manière très très propre et très commode en quelque sorte à étudier en détail avec des très hautes précisions qu'on pourrait atteindre, suivie par une machine hadron, donc comme le LHC, une machine proton-proton, qui pourrait atteindre des énergies presque 10 fois plus que les LHC et avec laquelle justement on veut faire cette poussée vers les hautes énergies et on espère trouver des signes de cette physique au-delà du modèle standard. On arrive tout bientôt au terme de cette émission hommage à Peter Higgs. Yves Sirois, si vous deviez dire un mot d'hommage pour conclure cette émission qu'on a consacrée à ce chercheur, quel serait ce mot ? Je dirais que Peter Higgs nous a fait vraiment entrer dans une nouvelle ère pour la recherche en physique des particules. C'est l'ère où on relie vraiment l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc, on réunifie un petit peu le grand récit de l'univers. Et c'est vraiment la part majeure de Higgs et de ses collègues de nous avoir donné ce plaisir, en tout cas, de pouvoir nous questionner sur l'origine de la matière, l'origine des interactions dans l'univers. Christophe Grosjean, je vous demande ce même exercice. Qu'est-ce que vous retiendrez de Peter Higgs, vous qui l'avez connu, et qu'est-ce que vous souhaitez qu'est-ce que vous souhaitez garder comme mémoire de lui, pardon. Christophe Grosjean nous a quittés, enfin, de façon métaphorique. Ursula Bassler, je vous pose cette question. Je pense que moi, c'est surtout aussi son caractère et sa modestie que je retiendrai beaucoup de lui. Bien sûr, une chose, c'est de produire des théories, et les théories émergent généralement pas juste par une personne, mais vraiment par un réseau et une effervescence de pensée. Mais ce qui le distingue vraiment pour moi aussi, c'est sa manière d'être et de ne pas se pousser à l'avant, quoi. Et c'est très, très beau quand il y a des gens comme ça à qui on fait finalement les plus grands honneurs possibles.